Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Merci de votre présence à cette conférence de presse. Médias et observateurs s'étaient tous convaincus que nous ne faisions pas campagne, que nos ambitions pour ces élections législatives étaient modestes. Il n'avait Dieu que pour la NUPES, qui était censée déclencher dimanche dernier un raz-de-marée de gauche et reléguer le Rassemblement national au rôle d'éternel opposant en marge de la vie parlementaire. Ce qui s'est passé dimanche dernier est tout le contraire. Nos 567 candidats ont fait une campagne de terrain efficace au plus près des Français et de leurs préoccupations, et cela a payé. Une vague bleu-blanc-rouge a déferlé sur la France et a envoyé à l'Assemblée 89 députés du Rassemblement national, plus du double par rapport à 1986, avec un mode de scrutin pourtant moins bien favorable et 3 fois plus que les projections faites par les sondeurs. Comme il était prévisible, la NUPES, alliance électoraliste de circonstance, béquille d'Emmanuel Macron, s'est disloquée au lendemain du second tour, faisant du RN la première force d'opposition non seulement dans les urnes, mais maintenant au sein du Palais Bourbon. Emmanuel Macron, qui n'a pas daigné faire campagne, excepté une déclaration lunaire sur le tarmac d'Orly, réacteur allumé, est désormais un président minoritaire, en incapacité d'imposer la feuille de route de casse sociale qu'il avait fixée à Elisabeth Borne et à son gouvernement. Cet échec, c'est celui de l'arrogance, dont la Macronie ne s'est jamais départie, de l'inaction face à la détresse sociale croissante des Français, de l'impuissance face à l'ensauvagement du pays qui atteint des sommets, de la faiblesse face à une immigration hors de contrôle. En bref, elle est celle d'un pouvoir devenu vacant depuis le 24 avril. Si un quelconque front républicain s'est exprimé ce dimanche, c'est pour rejeter dans de nombreuses circonscriptions les candidats NUPES et les candidats d'Emmanuel Macron, y compris plusieurs de ses ministres, dont Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, mise en échec par la candidate du Rassemblement national, Christine Engrand, dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Sur 107 duels face à un candidat ensemble, nous remportons 52 victoires. Sur 61 duels face à un candidat NUPES, nous en remportons 33. Nous réalisons le Grand Chelem en Haute-Marne, en Haute-Saône, dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales, nous le frôlons dans le Var avec 7 circonscriptions sur 8, ou encore dans le Vaucluse avec 4 circonscriptions sur 5. Sur les 208 circonscriptions où nous étions présents au second tour, nos candidats réalisent en moyenne 47,9% des suffrages exprimés. En duel, 16 de nos candidats manquent la victoire à moins d'1 point. L'ensemble de nos députés sortants, qui étaient de nouveaux candidats, ont été brillamment réélus. Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, Sébastien Chenu, Nicolas Maisonnet, Bruno Bilde, Emmanuel Bléry, Marie-France Laureau, saluant ainsi un bilan unanime. Au-delà des résultats historiques en termes de score et d'élus, l'autre enseignement de ce scrutin est géographique et traduit l'enracinement du vote RN partout sur le territoire. Les victoires du Rassemblement national ne sont plus cantonnées à quelques classiques zones de force. Notre mouvement peut l'emporter partout sur l'ensemble du pays. Plus aucune région n'est désormais opaque à la progression et à l'implantation du Rassemblement national. 9 députés RN sont ainsi élus dans le Grand Est, 6 en Nouvelle-Aquitaine, 5 en Bourgogne-Franche-Comté, 4 en Auvergne et en Normandie, 3 en Centre-Val de Loire et 2 en Île-de-France. Cette nouvelle génération émergente est l'image même du peuple français dans sa diversité. Nos députés sont des élus locaux enracinés, des avocats, des policiers, des commerçants, des fonctionnaires, des énarques, des agents d'entretien, des chefs d'entreprise, des médecins, des agriculteurs, etc., etc. Ils sauront défendre la vie des Français car ils la connaissent et parfois la vivent au quotidien. À travers eux, c'est le peuple français qui rentre à l'Assemblée nationale. Le plus jeune d'entre eux, Pierrick Berthelot, député du Nord à 23 ans, le plus âgé, José González, député des Bouches-du-Rhône, à 79 ans et présidera la première séance de l'Assemblée en tant que doyen. Nos députés maintiendront tout... Excusez-moi. Nos députés maintiendront tout au long de leur mandat ce lien étroit avec le peuple qu'ils ont noué au cours de la campagne et resteront des élus de proximité accessibles, relais privilégiés de leur circonscription et de ses habitants. Le premier groupe parlementaire d'opposition à Emmanuel Macron mérite le respect. Les électeurs du Rassemblement national ne sont pas des citoyens de seconde zone et leurs représentants élus dimanche ne sont pas des sous-députés. Ils exigeront naturellement ce qui leur revient de droit à l'Assemblée nationale, représentation en commission,
présidence de la Commission des Finances, où nous soutiendrons la candidature de Jean-Philippe Tanguy, vice-présidence de l'Assemblée nationale et questure. Le groupe qu'il constitue a vocation à s'agrandir et à accueillir tous ceux qui ont la France au cœur et souhaitent mener à nos côtés l'opposition patriote à Emmanuel Macron. Il ne se limite pas, c'est en tout cas notre ambition, aux seuls députés élus sous l'étiquette RN. Cette victoire historique est celle de Marine Le Pen, dont la stratégie politique maintenue sans faiblir a été la bonne et a été plébiscitée par le peuple français. Elle prendra à cet effet la tête du groupe parlementaire et s'imposera comme leader incontestable de l'opposition à Emmanuel Macron. Nos députés incarneront à ses côtés une opposition ferme et responsable, républicaine et résolument patriote. Emmanuel Macron ne peut faire comme s'il ne s'était rien passé dimanche dernier. Ce résultat appelle à un virage à 180 degrés de sa politique en tout domaine. Constructifs dans les propositions qu'ils feront et dans leur vote, nos députés exigeront ce que nous avions défendu durant la campagne présidentielle et la campagne législative, à commencer par l'urgence de la question du pouvoir d'achat, la baisse de la TVA à 5,5 sur le carburant et les énergies, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, la réindexion des pensions de retraite sur l'inflation ou encore la possibilité pour les chefs d'entreprise d'augmenter significativement leurs salariés sans être écrasés de charges en retour. Avec le pouvoir d'achat, l'abandon désormais nécessaire de la réforme des retraites à 65 ans et l'instauration du référendum d'initiative citoyenne constitueront dès la semaine prochaine nos premières ambitions. Les parlementaires du RN auront comme seule boussole l'intérêt de la France et des Français dont ils sont désormais les avocats. Ils ont fait leur entrée hier au Palais Bourbon avec joie, mais aussi avec responsabilité et gravité. Des mois très difficiles arrivent pour nos compatriotes si Emmanuel Macron s'entête à faire la sourde oreille aux cris du peuple français. L'inflation record menace de jeter des millions d'entre eux dans la grande pauvreté. Les pénuries et la contraction de l'activité économique risquent de prendre à gorge de nombreux patrons de TPE-PME, principales pourvoyeuses d'emplois dans le pays. La situation migratoire qui se poursuit et s'aggrave rend la situation sécuritaire explosive et mènera à d'inévitables drames, comme l'a démontré le scandale du Stade de France. Nos députés seront au rendez-vous de l'histoire et sont conscients de l'imminente mission qui leur incombe. La déclaration solennelle d'Emmanuel Macron hier soir l'a démontré. S'il a compris qu'il serait contraint de composer avec une opposition solide, s'il a peut-être fait en apparence quelques accommodements sur la forme et sur la méthode, il a en revanche indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer une virgule de son programme de déconstruction de la France. Ce n'est pas à l'opposition d'indiquer au président de la République les concessions qu'elle consent, c'est au président de la République qui a perdu sa majorité absolue dimanche dernier d'indiquer désormais sur quel point il est prêt à s'amender pour tenir compte du verdict des urnes et de l'expression démocratique. Quelques jours après sa défaite et après avoir refusé la démission de sa première ministre, Emmanuel Macron est aujourd'hui à Bruxelles pour promouvoir l'idée de refonte des traités qui comprendrait la fin de la règle de l'unanimité, comme il l'avait formulé au début du mois de mai lors de la clôture de la conférence de l'Europe. Il n'a donc tiré aucune leçon, aucune, de ce revers électoral et compte ainsi liquider les dernières marges de manœuvre des États et des peuples en Europe. Ce président a décidément un problème avec la démocratie. Le Rassemblement national jouera pleinement son rôle dans ce chamboulement du visage de la vie politique française. Avec désormais 108 parlementaires, 89 parlementaires nationaux, 19 parlementaires européens, notre mouvement change incontestablement de dimension. Pour l'opposition n'a plus lieu d'être. Nous laissons cela aux divers groupes de gauche et d'extrême gauche qui se complaisent dans l'agitation et la provocation. L'opposition pour nous n'est pas une fin. Voilà pour les principales déclarations de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui est revenu évidemment sur le résultat des législatives, mais aussi sur l'attitude du chef de l'État depuis donc les résultats de ces élections. Il parle de l'échec de l'arrogance d'Emmanuel Macron comme d'un président minoritaire. Il n'a tiré aucune leçon de ce revers électoral, a-t-il dit, en référence évidemment à l'allocution du chef de l'État hier soir, 8 minutes face aux Français. L'opposition, elle sera, dit-il, ferme, responsable, républicaine et patriote. Traduction, Damien Fleureau. Oui, c'est vrai que le Rassemblement national, et là Jordan Bardella, que l'on vient d'entendre, fait du en même temps. C'est-à-dire que depuis cette victoire très nette du Rassemblement national à l'Assemblée nationale avec l'arrivée de 89 députés, ce qui est quand même un score non négligeable, la stratégie, c'est de montrer que c'est un groupe
responsable qui sera en potentialité de gouverner peut-être demain. Donc il faut montrer un visage avec des élus qui vont travailler, avec des élus qui vont étudier les textes. C'est pour cette raison, par exemple, que, même si ce n'est pas encore complètement gagné, il souhaite présider la commission des finances, qui revient traditionnellement à un parti d'opposition, et que Jordan Bardella le répète, ce poste nous revient, nous sommes le premier groupe de l'opposition. Alors, c'est effectivement un pari. On va voir à l'épreuve des prochaines semaines et des prochains mois si le Rassemblement national offre ce visage d'une opposition responsable, d'une opposition constructive. Il y a bien entendu des lignes rouges, et ce sera notamment sur le sujet de la sécurité, sur le sujet du pouvoir d'achat très rapidement, on va le voir. Ils vont mettre des propositions dans la balance pour éventuellement voter, pour éventuellement s'abstenir sur certains articles du projet de loi de finances rectificative. Mais cet objectif-là, au regard d'un groupe, par exemple, d'insoumis un peu plus chahuteurs, l'idée est de montrer un visage d'un groupe respectable au sein de l'Assemblée nationale, voilà, pour responsabiliser ce On vient vers vous, groupe François politique. Calfon, dans un instant. Arnaud Stéphan, quel est l'enjeu pour le Rassemblement national et ses 89 députés? C'est celui-là, c'est d'apparaître comme un parti qui est extrêmement responsable. Et je pense qu'ils vont même surjouer, surjouer le parti institutionnel, ils vont surjouer un certain nombre de choses, ce qui stratégiquement peut être à double tranchant, c'est-à-dire que une partie des électeurs attend quand même que le Rassemblement national soit présent sur un certain nombre de sujets. L'hyper-respectabilité, la notabilisation peut être aussi un problème. Si vous êtes le parti de la France périphérique et rurale, c'est pas pour devenir des bourgeois installés à l'Assemblée nationale en termes d'image. Voilà, je pense que c'est une stratégie qui est assez complexe pour le Rassemblement national. Maintenant, ça fait très longtemps que le Rassemblement national faisait des scores très importants et n'était pas représenté à l'Assemblée nationale. Là, il va rentrer à l'Assemblée nationale. Il y a une nouvelle génération de députés. Ce sont même des gens qu'on ne connaît pas, même pour ceux qui suivent régulièrement l'actualité du Rassemblement national. Il y a beaucoup de nouvelles têtes. Ils auraient pu avoir un groupe encore plus important. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelques candidats qui ont été battus à quelques points. Mais c'est un signal aussi important, c'est-à-dire que le Rassemblement national est dans une phase de mutation. Il s'apprête véritablement à préparer dès aujourd'hui 2027, c'est-à-dire nous sommes prêts, nous sommes responsables, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous jouons toute notre part, nous jouons les institutions, c'est-à-dire qu'en 2027, vous pouvez voter pour nous, n'ayez pas de crainte, on fera le job. Ils étaient 8, 6 ont été réélus, ils sont 89, donc ça fait 83 nouveaux arrivants. Oui. François Calfon. Oui, d'abord, je tenais quand même à reprendre ce que vous avez dit. Je reprends pour ma part, bien sûr. Vous avez dit que c'est une victoire du Front National. Arithmétiquement, il y a une entrée en force, du Rassemblement national. Ou du Rassemblement national. Mais enfin, bon, il y a quand même 240 députés marcheurs, il y a 130 députés NUPES. Voilà, et en dynamique, je comprends votre propos. Mais s'il y a une forme d'intégration par avance d'une victoire, ça se transforme en prophétie autorisatrice. Enfin, il y a 2 millions de voix en plus. Mais vous voyez bien que je comprends le sens de ce qu'a dit M. Fleureau, je ne peux pas y souscrire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand même, c'est qu'il y aura, ma thèse, c'est qu'elle ne peut pas durer. Il y aura une impasse institutionnelle pour quelques mois, voire une année. Il y a un mort dans tout ça, c'est la réforme des retraites à 65 ans. Ça, c'est fini. Y compris parce qu'est fini le contrat de gouvernement avec LR avant même qu'il ait commencé. Alors, il n'a pas parlé de retraite hier, Emmanuel Macron. Bien sûr. En revanche, vous ne pensez pas que le Ensemble et par exemple une partie des Républicains puissent s'allier sur ce texte-là? Justement, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Républicains ne rentrent pas dans le contrat de gouvernement... On en a un là, il va pouvoir nous répondre. Mais il nous a déjà plus ou moins répondu. Il pourra insister. Tout ce qui est tailler dans la dépense publique, faire la réforme à 65 ans, durcir la réforme de l'assurance chômage, c'est mort-né, si j'ose dire. Et finalement, c'est un peu comme en mathématiques, la théorie des sous-ensembles. Qu'est-ce qui est en facteur commun avec ce que demande le Rassemblement national? J'ai entendu ce qu'a dit M. Bardella et ce que demande la NUPES. Et c'est tout sur le social, tout sur le pouvoir d'achat, et un peu, si j'ose dire, sur la réindustrialisation. Voilà, grosso modo, la feuille de route qui est donnée. Alors moi, je le dis à la gauche, puisque je suis aussi un responsable politique, pas simplement un commentateur. Ça devrait quand même interpeller beaucoup la gauche, et en particulier la gauche socialiste,
de ne pas accepter la mélenchonisation des pratiques et des esprits. Parce que je rappelle quand même qu'il y avait 200, je n'ai pas approuvé cette stratégie, mais je peux la commenter, au soir du premier tour, il y avait 200 victoires possibles de la NUPES. À l'arrivée, il y en a 130, et 130 qui passent par les outrances de LFI. Alors je vois que le barnum permanent de LFI continue. Je crains, parce que c'est l'une des sorties possibles de cette impasse institutionnelle, que nous revenions aux urnes. Tiens, au passage, M. Bardella ne demande plus en tête de gondole la proportionnelle, vous l'avez bien noté. Eh bien, je crains que si la gauche se mélenchonise, qu'elle se caricature en faisant le cirque permanent, quand nous revenions aux urnes, nous ayons quelques difficultés, notamment dans cette France périphérique et provinciale. Guilhem Carayon, alors sur cette question de la retraite, est-ce que vous pourriez, enfin pas vous personnellement, mais évidemment, mais votre groupe la voter parce que c'est une mesure, un texte qui ressemblerait à ce que la droite propose? On verra le contenu de la réforme des retraites que propose la majorité. Mais nous, on tient à rester l'opposition parce qu'on n'a pas la même vision de la France qu'Emmanuel Macron. On n'a pas le même projet de société qu'Emmanuel Macron. Et donc, on ne pourrait pas se dissoudre dans la Macronie. Une opposition ferme, mais responsable. Quand il y aura des textes qui iront dans l'intérêt général, qui iront dans le sens de nos convictions. Exactement les mêmes mots utilisés par Jordan Bardella il y a quelques minutes. Ce qu'on veut, c'est être une boussole pour le président de la République. En fait, il ne sait pas où aller. Pendant le premier quinquennat, il allait quelques fois à gauche, quelques fois à droite. Il n'a pas de ligne politique, le président de la République. Donc nous, s'il se rapproche de nos quand même plus souvent quelques fois à droite, quelques fois à droite. Pendant la campagne présidentielle, Valérie Pécresse, ma candidate, avait fait une proposition. Conditionner le RSA à 15 heures d'activité d'intérêt général. Eh bien, le président de la République l'a repris quelques semaines après cette proposition. Je ne suis pas sûr qu'il le reprenne maintenant, de vous à moi. Non, je crois qu'il a oublié cette proposition. Mais si le président de la République décide de se calquer sur nos propositions, très bien. Nous, on sera une boussole pour lui. En revanche, on ne sera pas les supplétifs de la Macronie, parce qu'en réalité, la Macronie, c'est le vide intellectuel. Il n'y a pas de projet politique derrière cette... Ce qu'on va faire, Lydia Guiraud,